très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 29 mars 2026. Il est 15 h et une nouvelle page de l'actualité des régions s'ouvre sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. À la une, à Boisseau, dans le sud Comoé, c'est assurément la fin de l'interminable épisode des robinets secs. En attendant la fin des travaux d'adduction en eau potable, les autorités administratives et municipales ont mis sur pied des mesures palliatives pour soulager les populations. On en parle en début de journal. Et puis ce dimanche, le journal des régions reçoit pour vous son Excellence Maurice Kwaku Bondama, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France. Il prend part à Yamoussoukro au symposium international sur les collectivités territoriales initié par le Sénat de Côte d'Ivoire. Vous le suivrez dans la rubrique Savoir Plus dans quelques instants. Elle est à la fois nourrice et étudiante. À 26 ans, Fatoumata ne se donne aucune excuse pour ne pas se faire une place au soleil. À Korogo, elle est également laveuse d'engins à 2 roues à ses heures perdues. Un bel exemple de détermination au féminin. Son portrait en fin d'édition. Et nous prenons tout de suite la direction du sud-est de la Côte d'Ivoire, précisément à Boisseau, où l'eau potable se fait de plus en plus rare, l'orpaillage clandestin et les effets du changement climatique ont asséché tous les robinets de la ville. Sur place, autorités administratives et municipales tentent d'y remédier avec des solutions transitoires. On fait le point avec Grace Kofi et Godefroy Okambawa. 2 ans déjà que l'eau n'a pas coulé du robinet dans cette station de lavage de voitures au quartier Liberté, dans la commune d'Aboisseau. Le constat est le même dans la quasi-totalité des maisons environnantes. Une situation qui impacte aujourd'hui la vie et le quotidien de certains habitants. À partir de 4 heures, on est là jusqu'à 18 h. On ne gagne pas l'eau. Tu n'as pas gagné ton barrique même pour remplir. Donc on souffre à faire de l'eau là. Maintenant, le camion nous sert, maintenant c'est un peu bon. C'est plus comme avant. Les raisons évoquées suite à cette perturbation est la baisse du niveau du fleuve Bia, principale source d'approvisionnement de l'usine de pompage d'Aboisseau. À cela s'ajoute l'orpaillage clandestin qui fragilise les ressources en eau. La situation au niveau d'Aboisseau est telle que certains quartiers n'ont pas accès à l'eau. Et cela est dû principalement au fait qu'on a un déficit au niveau de la production. Donc il tourne autour de 40%. Et en plus de cela, on a la ressource en eau qui est le fleuve Bia, qui n'est pas tout le temps disponible, vu les effets néfastes du changement climatique. Donc par moment, le fleuve tarit. Et donc il est difficile pour la SODECI de produire le volume qu'il faut pour desservir toutes les populations. Face à l'urgence, des solutions palliatives sont trouvées. Depuis quelques semaines, des camions-citernes de l'ONEP assurent des rotations pour combler le déficit dans les zones concernées. Monsieur le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, dès sa prise de service, dès qu'il a reçu le dossier d'Aboisseau, a dépêché une équipe avec à sa tête le directeur général de l'Hydraulique et de l'Assainissement en vue de s'enquérir des réalités sur le terrain. Donc ils sont venus, ils ont rencontré les autorités locales, ils ont échangé avec les populations, ils ont vu les besoins réels sur terrain et donc présentement ils sont en train de travailler pour le démarrage effectif des travaux en vue de résorber le déficit que nous avons au niveau d'Aboisseau. Concernant l'indisponibilité de la ressource, il y a d'autres alternatives qui ont été réalisés, c'est-à-dire à travers les forages d'Ayénois, des forages à grand débit qui ont été réalisés en vue de combler ce déficit-là. Ces initiatives visent à assurer une disponibilité continue de l'eau. En parallèle, d'autres actions sont menées par la mairie en soutien à celles déjà initiées par l'État, une solution définitive. Il y a des travaux à faire, soulager un tant soit peu les populations, c'est de leur offrir des fûts. On met dans des points stratégiques dans les quartiers et puis l'ONEP vient remplir ces fûts-là pour que les gens puissent vraiment puissent se servir de l'eau. Ce n'est pas suffisant, mais vraiment déjà c'est ce que la mairie a pu faire pour donc soulager les populations. L'État a 3 forages ont été réalisés à Ayénois, à 15 km de la ville d'Aboisseau. Et c'est ce qui a été fait à Bonois pour ravitailler Abidjan. Donc l'État a jugé nécessaire
de réaliser 3 forages à haut débit. Il faut dire que ce problème d'eau, la région du Sud Komoué, notamment le département d'Aboasso, a connu plusieurs problèmes d'eau, notamment à Maféré. Et à Maféré, l'État a pu trouver une solution. Donc ce que nous voudrons dire à la population, c'est de rassurer la population que l'État est à leur écoute. À terme, 2 projets d'envergure devraient améliorer la situation, avec la mise en service très bientôt d'un château d'eau et l'ouverture d'une usine de traitement. Direction à présent la capitale politique, Yamoussoukro, qui abrite en ce moment un symposium international sur les collectivités territoriales initié par le Sénat de Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, l'accélération de la décentralisation pour un développement effectif. Et son Excellence Maurice Kwaku Bondama, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France, prend part à ce symposium. Je vous propose d'ailleurs de suivre cet entretien qu'il a accordé au Journal des Régions. Dans votre rubrique Savoir Plus, il répond aux questions de Kader Sogodogo. Nous avons comme invité dans ce numéro de Savoir Plus du Journal des Régions son Excellence Maurice Kwaku Bondama, l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France. Alors, Excellence, d'entrée de jeu, je m'en vais vous demander comme ça, comment se portent les relations entre la France et la Côte d'Ivoire? Je suis heureux de participer à cette émission et d'être invité à ce journal. Je dois vous dire d'emblée de jeu que la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire se porte très bien. C'est une des meilleures coopérations qui existent dans l'agenda de la Côte d'Ivoire et à tous les niveaux, depuis le sommet jusqu'à la base. Les 2 chefs d'État, le président Emmanuel Macron et son frère, le président Alassane Ouattara, se parlent et se voient régulièrement. Les premiers ministres, les présidents des institutions, les ministres eux-mêmes, les opérateurs économiques, les dernières informations que nous avons pour illustrer cette qualité de coopération, c'est qu'au dernier salon international de l'agriculture à Paris, la Côte d'Ivoire était le pays à l'honneur. Tout à fait. Et nous avons été évidemment bien honorés, puisque la plus haute autorité française, depuis le président de la République, qui a ouvert le salon, le président Macron a accueilli la Côte d'Ivoire, le ministre, le chef de délégation, le ministre de l'Agriculture, Bruno Yambayen-Koné, et l'ensemble des ministres. Donc c'est pour vous dire que les relations se portent très bien. On va dire tant mieux. Excellence, vous êtes en Côte d'Ivoire dans le cadre du symposium international sur les collectivités territoriales. Une activité initiée par le Sénat de Côte d'Ivoire qui, il faut le rappeler, assure la représentation justement de ces collectivités. Alors, Excellence, quelle pourrait être la part de la coopération justement dans le développement de ces entités? Je veux parler de nos communes et de nos régions. Merci. La coopération décentralisée est un des maillons essentiels de la diplomatie et du développement des relations entre les États. Nous avons dit d'emblée que les relations entre la France et la Côte d'Ivoire se portent très bien et ces relations également se ressentent au niveau local, entre les régions et entre les communes. Il y a 15-20 ans, cette relation était très développée. Il y avait environ une cinquantaine de communes et régions qui étaient en relation soit de jumelage, soit de partenariat avec des régions ou des communes de France. Avec les différents changements, nous sommes descendus en dessous de 20. Mais depuis un moment, il y a un regain de dynamisme et d'enthousiasme de part et d'autre. Les communes ivoiriennes, ensemble, une bonne partie des communes ivoiriennes participent au congrès des maires francophones et des maires français en France. À l'occasion de ces rencontres, de ces congrès, de ces réunions, des contacts se nouent.
Et nous, ambassade, nous sommes là pour faire le suivi, mais également pour susciter de nouvelles disons, intentions et de nouveaux intérêts. En tant qu'ambassadeur, avec mes équipes, depuis que je suis à Paris, nous avons sillonné plusieurs régions et nous avons pu constater un intérêt réel des régions et communes de France de renouer ou de resserrer les liens avec la Côte d'Ivoire. Nous avons des exemples qui marchent très bien et ça, nous le disons, nous le devons au Premier ministre, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui, au moment où il était ministre-gouverneur du district d'Abidjan, a pu nouer des relations très fortes avec la ville de Paris. Donc, Abidjan, le district d'Abidjan est en partenariat et en jumelage avec la ville de Paris. Le district d'Abidjan est en partenariat, en jumelage avec la commune de Nice, de Côte d'Azur. Et ce sont des relations qui marchent très bien. Et puis nous avons... Une région balnéaire, comme Abidjan d'ailleurs. Oui, c'est cela. Et nous avons la région Auvergne-Rhône-Alpes de la région de Lyon, qui est en partenariat avec la région du Bélier, où nous sommes. Donc ce sont des relations, et ça, cela a été grâce à l'ancien président de cette région, le ministre d'État Aoussou Jano. Donc, il y a d'autres communes, d'autres régions qui sont en relation avec des communes et régions de France. Donc, notre ambition en tant qu'ambassadeur, c'est de faire en sorte, et c'est pour cela que nous sommes là, et c'est pour cela que le Sénat nous a invités, Madame la Présidente du Sénat nous a invités à venir faire un exposé sur nos ambitions, sur ce que nous faisons avec les autres collègues ambassadeurs d'ailleurs. Notre ambition, c'est de faire en sorte que chaque commune de Côte d'Ivoire, chaque région de Côte d'Ivoire ait des relations avec une région, avec une commune de France. En d'autres termes, que chaque région de Côte d'Ivoire et chaque commune de Côte d'Ivoire soient jumelées, soient en partenariat avec une région et une commune de France. Alors, à ce jour, des élus locaux continuent de vous approcher justement dans le cadre de ce rapprochement international. Oui, bien sûr. À la dernière réunion des maires francophones à Paris, nous avons reçu à l'ambassade les maires ivoiriens présents à Paris et nous avons fait le point. Nous sommes là justement pour continuer ces échanges avec les maires, avec les régions. Et donc, c'est notre mission dans le cadre de la coopération décentralisée qui se fait à la base. Nous avons le devoir de rapprocher aussi bien le sommet qui est déjà rapproché, mais également la base, les populations, les citoyens, pour qu'il y ait une vraie fraternité et qu'il y ait des échanges de bonnes pratiques, des échanges d'expérience, des échanges d'expertise, pour que nous puissions nous enrichir mutuellement les uns des autres. Alors, Excellence, vous êtes un éminent universitaire, vous avez siégé à la francophonie, vous avez été ministre, aujourd'hui vous êtes ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France, et nous honorons de vous avoir eu justement comme président du conseil d'administration de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. De votre point de vue, quelle est cette recette magique qu'il faut justement réunir pour enclencher, pour mettre en marche une parfaite décentralisation? La recette, ce n'est pas nous qui la créons, c'est le chef de l'État. C'est lui qui impulse la vision, c'est lui qui impulse le mécanisme et qui met en œuvre son plan d'action avec des instructions et des feuilles de route qu'il donne à ses ambassadeurs. Donc, ce que je ne fais que mettre en route, mettre en œuvre les instructions du chef de l'État. Avant d'aller en mission, le chef de l'État vous donne une lettre de mission. Et votre mission est détaillée dans cette feuille de route que nous déployons sur le terrain. Et moi, je peux vous dire, le président m'a dit, je ne t'envoie pas à Paris pour que tu restes à Paris. Je veux que tu ailles faire ce que tu as fait ici en tant que ministre, aller au contact des Ivoiriens, au contact des Français. Et ce que nous faisons, c'est également le contact avec nos concitoyens.
Nous allons au contact de nos concitoyens, aussi bien en France, à Paris, en Île-de-France, mais que dans les régions. Nous allons, vous savez, j'ai été nommé en France au moment de la crise de la Covid. En 2020. En 2020, et c'était la période où tout le monde était confiné, et au sortir de la crise, il fallait renouer avec nos compatriotes, il fallait les rencontrer, et nous les rencontrons aussi bien à Paris qu'en province. Nous sommes allés à Lyon, nous sommes allés à Marseille, nous sommes allés à Bordeaux, nous sommes allés à Nice, nous sommes partis un peu partout, rencontrer les étudiants, rencontrer les travailleurs, rencontrer les différentes populations. Nous allons aux cérémonies des Ivoiriens, nous participons à leurs fêtes, quelle que soit l'heure, quel que soit le lieu. Quand je ne suis pas présent, quand je ne peux pas y aller, j'envoie mes collaborateurs. Donc c'est tout cela, hein, la coopération. Ce n'est pas que entre la France et la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi aller au contact de nos compatriotes, de la diaspora ivoirienne, et faire en sorte que leur pays, leurs autorités soient proches d'eux. Mais en même temps, cette volonté des chefs de l'État de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit présente dans cette grande Côte d'Ivoire, c'est aussi appeler les Ivoiriens, les diasporas, à revenir, à investir dans leur pays, à faire en sorte qu'ils ne puissent pas couper les liens avec leur pays. Et avec leurs communes, avec leurs régions. Et je suis heureux de dire que nos compatriotes en France sont si bien organisés par région. Bon, on leur reproche d'être régionalistes, mais ce n'est pas si mauvais. Parce que j'ai bien vu que ces rencontres, ces réunions, ces groupements apportent à leur région, apportent à leur village. Ils construisent des centres de santé, ils construisent des écoles, ils construisent des internats pour jeunes filles, ils assistent leurs familles, donc c'est vraiment des liens de solidarité, des liens. Donc notre diaspora apporte dans le cadre du financement du développement. Les pays comme le Mali, comme le Sénégal, la contribution de ces pays au PIB de leur pays est supérieure à la contribution de l'aide au développement. Voyez-vous, il y a des pays africains, le Sénégal, le Mali, l'apport de leur diaspora est supérieur à l'aide internationale mobilisée. Donc nous, les chefs de l'État, le président Alassane Ouattara et le Sénat a déjà organisé ici le forum de la diaspora. C'est de faire en sorte que la diaspora ivoirienne soit un levier important du développement de notre pays. Et c'est pour cela que nous allons à leur rencontre et nous les rassurons sur l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, parce qu'à un moment, surtout dans l'immobilier, ils ont été trompés, ils ont été arnaqués, dupés. Mais aujourd'hui, nous avons des opérateurs dans le secteur immobilier qui sont des opérateurs de qualité et qui font des œuvres de qualité. Moi, je peux vous donner un exemple. Les femmes de la Côte d'Ivoire en France, regroupées à travers l'UAFIF. L'UAFIF, c'est l'Union des fédérations féminines des femmes ivoiriennes en France. Ces femmes-là ont été organisées grâce à l'ambassade de Côte d'Ivoire, conduite à l'époque par, paix à son âme, l'ambassadeur Charles Goumiz. Et à sa suite, nous avons continué. Ces femmes-là, en l'espace de 5 ans, 6 ans, elles ont pu mobiliser des ressources si importantes qu'elles construisent aujourd'hui un quartier à Bingerville. Elles sont soutenues par, je peux le dire, puisque c'est une banque nationale, par la BNI. Elles ont pu lever des capitaux importants, à plus de 2 à 3 milliards, pour construire une cité qui, aujourd'hui, est déjà à près de 100 logements construits. Ça, ce sont des femmes ivoiriennes. C'est vous dire que la coopération dont nous parlons, c'est aussi la contribution de nos compatriotes au développement de leur pays. Donc, le chef de l'État nous a envoyé, nous fait confiance à nous amenant en France pour être son représentant, aussi bien en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France à Monaco et son représentant à la francophonie. Je continue d'y siéger. Donc, tout ceci pour à la fois rassurer nos partenaires français, rassurer nos grandes institutions comme l'UNESCO, où je suis
en appui j'appuie Madame l'ambassadeur Lira Mata, mais également à la francophonie, où avec la secrétaire générale, nous travaillons au renforcement des relations avec notre pays. Excellence, M. Maurice Kwaku Bandama, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous rappelons que vous prenez part au symposium international sur les collectivités territoriales initié par le Sénat de Côte d'Ivoire avec pour thème « Accélérer la décentralisation pour un développement local effectif ». La coopération est une voie à sonder. Nous avons pris beaucoup de plaisir à échanger avec notre ambassadeur en France. Merci d'avoir suivi cette rubrique et à bientôt, toujours dans le journal des régions. Voilà, vous venez de suivre donc Savoir Plus qui recevait pour vous son Excellence Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France. Je rappelle qu'il prend part en ce moment à Yamoussoukro au Symposium international sur les collectivités territoriales, symposium initié par le Sénat de Côte d'Ivoire. Il répondait aux questions de Kader Sogodogo. On poursuit cette édition avec un flashback sur la journée du jeudi 19 mars dernier dont les populations de Bokanda dans la région du Nzikomwe s'en souviendront encore pour longtemps. Ce jour-là, les élèves ont violemment manifesté contre les coupures d'eau et d'électricité dans la ville. Après donc un moment de tumulte, tout est revenu à la normale. Les élèves ont repris le chemin de l'école et les administrations fonctionnent normalement. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à Bokanda, la vie reprend son cours normal. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Gervais Kwasi. La vie reprend son cours normal à Bokanda après la violente protestation des élèves suite à la coupure de l'électricité entraînant le manque d'eau potable sur une période d'une semaine. Une attitude des apprenants qui n'en valait pas la peine au dire du premier magistrat de la commune. C'est une situation qui n'est pas bonne à vivre. Et puis nos enfants, au lycée, après quelques jours dans l'obscurité, ont senti leur colère monter, ont manqué de patience, alors que nous étions au four et au moulin pour obtenir le rétablissement de l'électricité avec pour conséquence l'arrivée aussi de l'eau. Nos enfants ont manqué de patience et jeudi, nous avons connu des mouvements très regrettables. Le lieu où nous sommes assis ici, qui est l'hôtel de ville, a souffert le courroux de ces jeunes gens. Même ma résidence n'a pas été épargnée, ainsi que la résidence des 2 députés du département. Les élèves, conscients du tort causé aux populations, reviennent à la raison et demandent pardon en suppliant les autorités locales de plaider auprès du procureur pour la libération de leurs camarades interpellés par les forces de l'ordre. Vraiment, nous sommes déçus pour le geste que nous avons commis. Donc, nous allons prendre l'engagement à l'heure ainsi même. Nous allons faire passer l'information et tous les élèves iront en classe dès cet instant. Les enseignants de leur côté disent être prêts pour reprendre le travail. Ce sont nos enfants, ils ont commis des erreurs, on ne va pas les jeter. Je demande à tous les enseignants, le personnel enseignant, le personnel d'encadrement, le personnel administratif et tous les autres personnels des autres collèges privés de se mettre en branle pour que l'école à Bokanda marche. Le courant et l'eau potable rétablis, les populations de Bokanda et villages environnants ne cachent pas leur joie du fait de la reprise des activités économiques et des tâches domestiques qui sont plus aisées. Il y avait la pression sur moi. Il y avait la pression. Vraiment, en tout cas, non, aujourd'hui, Dieu merci, le courant est venu, tout est normal. Vous voyez, ça saute partout. Quand le courant est coupé, il n'y avait plus de clients, c'était plus comme avant. Mais maintenant que c'est venu, les clients commencent à revenir. D'abord, on n'arrivait même pas à dormir. Moi qui aime la bière glacée, on n'en trouvait pas. Depuis que le courant est venu, je suis très à l'aise. On était obligé d'aller, comme on appelle, au fin fond. En bourse, ça va aller plusieurs de l'eau. C'était payant aussi, donc c'était pas facile en tout cas. L'eau est venue, ça va, on peut se laver, on peut préparer, on peut tout faire avec. Les têtes couronnées tiennent à présenter leurs excuses
aux autorités du pays jusqu'au plus haut niveau pour la quiétude légendaire du peuple Agba de Bokanda qui a été entaché ce sombre jeudi du 19 mars. Ce que nos enfants ont fait, nous, on a été dépassés nous-mêmes. C'est pourquoi, au nom de toute la chefferie, au nom de toute la population de Bokanda, je présente mes excuses à toutes les autorités, à notre première autorité ici, Madame le Préfet. Ensuite, tous les élus. Je demande pardon à toute la population de Côte d'Ivoire, à toutes les autorités jusqu'au président de la République. Pakinou aura bel et bien lieu avec de l'électricité et de l'eau dans les robinets, rassurent élus et représentants de l'exécutif. J'appelle chacun que nous apaisions nos cœurs, que nous retrouvions la fraternité qui a toujours caractérisé les habitants de Bokanda. Tout est revenu en ordre, tout est calme à Bokanda. Ils peuvent venir fêter, ils peuvent venir célébrer Pakinou à Bokanda. Tout le monde est là, chacun va à ses occupations. Plus jamais, Bokanda ne connaîtra à nouveau un tel événement, nous ont confié les populations dans toutes leurs composantes. Dernière escale de ce journal, la région du Poro, avec un coup de projecteur sur cette jeune étudiante, à la fois nourrice et laveuse de moto à 26 ans. Fatoumata, c'est son prénom, est un vrai couteau suisse. Elle ne ménage aucun effort chaque jour pour aller à la recherche de son pain quotidien. D'ailleurs, si vous faites un tour au quartier Soba de Korogo, eh bien, n'hésitez pas à lui confier la propriété de votre moto. Son portrait est signé Siekwasi. Quartier Soba de Korogo. C'est dans ce lavage que l'étudiante Fonigé Fatoumata passe ses journées avec son bébé de 12 mois. Son quotidien, laver les motos pour s'assurer et prendre soin de son enfant. Quand j'étais encore au collège, je venais de temps en temps, quand je n'avais pas cours, je venais un peu me défendre, histoire d'avoir un peu d'argent sur moi, me défendre un peu à l'école. Vu les difficultés que j'ai rencontrées à l'université, raison pour laquelle je suis revenue au lavage. Fatoumata est consciente qu'elle exerce dans un milieu dit d'hommes. Mais cela ne freine en rien son ardeur. Bien au contraire, elle s'y investit avec abnégation afin de satisfaire la clientèle. Il arrive souvent aussi que les clients sont compréhensifs. Il attrape l'enfant, je finis la moto, je viens, je prends l'enfant. Par contre, il y a certains aussi qui ne sont pas d'accord avec le fait que l'enfant pleure. Je suis là, je suis paniquée. Il se fâche. Il prend sa moto, il rentre. Vraiment, c'est difficile. J'essaie de faire de mon mieux pour satisfaire mes clients. Quand je vois une jeune fille faire ce genre de travail-là, c'est vraiment encourageant. C'est ça qui m'a fait, je suis venue de moi-même pour lui présenter mes félicitations. Son travail, je suis très fier de son travail même, très content de son travail. En posant les clients, par exemple, quand les clients viennent comme ça, les clients sont fiers. Mais le jour qu'elle n'est pas là, il y a des clients qui sont découragés. Tellement que la façon qu'elle lave les motos, les clients sont très contents. Nous-mêmes, à cause d'elle, on quitte ailleurs, dans les autres laveurs, venir laver les motos à cause d'elle, parce qu'à cause de son courage. Fonigé Fatoumata rêve grand. Faire de cette activité son gagne-pain et devenir un modèle de réussite. Je suis vraiment motivée. Je veux à tout prix réussir. C'est pour dire aussi qu'il n'y a pas de sous-métier. Titulaire du BEPC et du baccalauréat, Fatoumata n'a eu d'autre choix que de s'accrocher à cette activité pourvoyeuse de revenus, faute de moyens financiers conséquents pour poursuivre ses études universitaires. Pour la survie et l'avenir de son enfant, le lavage de moto est devenu un tremplin. Mais elle n'entend pas s'arrêter là. Elle scrute l'avenir avec de plus grands projets pour l'amélioration de sa situation sociale. Voilà, c'est la fin de votre journal des régions. On espère que vous avez pris plaisir à le regarder. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci également à toutes les équipes à pied d'œuvre pour la réalisation de ce dernier journal des régions du mois de mars, enregistré depuis la station de RTI Boaké. On espère vous revoir dimanche prochain. Très bonne fin de semaine à tous.